On peut tout à fait entendre qu'il y ait des défauts sur certaines motorisations, mais après, il convient d'assumer. Chose que Renault, à mon sens, Renault et Nissan n'ont absolument pas fait. Ils ont essayé d'enterrer, de mettre la poussière sous le tapis, sauf qu'à force de grandir, le tapis est devenu une sorte de montagne. Merci, c'est parti, quand vous voulez. Olivier Blanchet, on est aujourd'hui ensemble parce que vous avez lancé l'alerte, entre guillemets, en France, d'un défaut de fiabilité d'un moteur fabriqué par le groupe Renault. C'est lequel déjà précisément? Alors le moteur incriminé est le moteur Renault 1,2 litre TCE, donc, dont le code usine est le H5F. Il est dénommé l'appellation commerciale chez Nissan, c'est le 1,2 litre DIGT. D'accord, donc on parle bien d'un moteur à essence et pas d'un bloc diesel. Moteur essence, oui, injection directe. Ok. Précisément, quelles sont les marques et modèles qui sont concernés selon vous par ce problème moteur? Alors, a priori, de 2012 à 2016, on serait sur 130 à 150 000 véhicules, donc qui concerneraient les marques Nissan, Renault, Dacia. Donc on est sur du Renault Mégane, du Captur, de la Clio, du Kadjar, etc. Nissan Qashqai, Juke et Pulsar. Et sur les Dacia, Docker, Logi et Duster. Donc à peu près quasiment tous les modèles vendus tous les par modèles, ces marques en France. tous les modèles les plus populaires de la marque, hein, très clairement. Ouais. Et donc si on part sur la version 2016-2018, ça étendrait à 400 000 véhicules vendus en France, a priori. 400 000 en France, à l'échelle européenne, vous avez une estimation ou pas? Alors le chiffre qui avait été évoqué était de l'ordre de 1,3 million véhicules sur l'échelle européenne, et Israël aussi, il y a des pays un petit peu... D'accord. Techniquement, est-ce que vous sauriez nous expliquer ce qui se passe précisément? Pourquoi est-ce qu'il casse? Alors, la plupart des gens rencontrent une surconsommation d'huile. Cette surconsommation d'huile, en fait, elle est liée à un problème de différentiel de pression entre le haut et le bas moteur, ce qui fait que de l'huile dans certaines conditions de conduite, et notamment en conduite urbaine, et c'est là où le bas blesse, puisque la plupart de ces véhicules sont essentiellement utilisés en mode urbain, puisque ce sont des moteurs essence. Donc dans ces modes de conduite-là, il va y avoir une remontée d'huile vers le moteur, ce qui va encrasser les soupapes d'admission. Ça va passer par le moteur parce que ça crée de la calamine, donc ça va charger les soupapes en calamine. Et au fil du temps, ça va se décrocher, ça va venir percuter les soupapes d'échappement. Et le phénomène final, en fin de compte, ça finit par une fusion soupape. Et c'est souvent à pleine vitesse sur autoroute. Donc concrètement, les gens se retrouvent à pleine vitesse à 130 km/h. Et en quelques instants, le moteur se braque et on se retrouve à 50 km/h en péril imminent sur les voies rapides, évidemment, puisqu'il faut se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est combien une facture en moyenne en général? En moyenne, très globalement, le remplacement du moteur complet est entre 10 000 et 12 000 euros. 10 000 à 12 000 euros. 10 000 à 12 000 Donc en général, largement supérieur à la valeur résiduelle de la voiture. On est dans ces eaux-là, en général, effectivement, la valeur, la cote Argus du véhicule est souvent un peu moindre par rapport au prix des réparations. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce mouvement? Parce qu'on n'en est plus qu'à une association, on en est presque à un mouvement désormais. Eh ben, tout simplement parce que j'ai été moi-même victime du Motorgate, donc sur mon véhicule Dacia Docker acheté en 2013. Donc dès les premières années, il y a eu des petits symptômes avant-coureurs qui m'ont alerté, que j'ai remonté au réseau Renault, qui a totalement minimisé et qui n'a jamais trouvé de problème sur mon moteur, sauf qu'au bout de 5 ans et 2 mois, le moteur était bon à être remplacé. Le véhicule avait combien de kilomètres à ce moment-là? Le véhicule avait 115 000 km. D'accord, et vous l'aviez acheté neuf? Acheté neuf en 2013, oui. D'accord. Donc en 2018, j'entame une procédure de demande de prise en charge auprès de Renault qui ne me donne absolument rien. Donc suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser au sujet puisque j'estimais avoir fait un entretien en bon père de famille, et puis j'avais emmené mon véhicule comme tous mes autres véhicules tous les ans en entretien. Donc j'étais un peu surpris que le moteur soit remplacé aussitôt. Et c'est là que j'ai commencé à constater sur Internet, sur les forums, que je n'étais pas le seul avec cette même symptomatique, cette même problématique. Est-ce que Renault vous a proposé une prise en charge qui vous a paru digne du problème ou pas? Pas du tout, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais, Renault ne m'a proposé aucune prise en charge en prétextant un défaut d'entretien de ma part. Lequel? Donc, aux 60 000 km, en fait, les bougies n'avaient pas été remplacées, donc ils sont partis là-dessus. Ils ont totalement
occulté le fait que j'avais remonté des problématiques antérieures. Donc eux, ils sont restés là-dessus et ça leur a permis de s'affranchir de toute prise en charge. Donc pour vous, zéro prise en charge pour un moteur cassé à 115 000 et 5 ans et demi de zéro prise en charge, le véhicule avait 5 ans et 2 mois, donc j'étais au-delà de l'action possible en vis cachée. La première action, c'était de créer une page Facebook pour recenser un petit peu toutes les personnes qui avaient ce problème-là. Donc le groupe a grandi, on a commencé à avoir quelques publications, quelques relais dans les médias. Et à un moment donné, il s'est tellement agrandi qu'on a eu des contacts un petit peu aux quatre coins de l'Europe, et c'est là qu'on a commencé à récupérer des documents qui étaient publiés à gauche à droite sur les forums, ou qui nous sont parvenus par des lanceurs d'alerte, qui nous ont permis d'établir qu'il y avait un problème connu du constructeur dès 2015 sur ce moteur. Mais jamais le constructeur n'a alerté ou mis en garde les utilisateurs, il n'y a jamais eu de rappel concernant ces problèmes. Donc là, en fait, les notes internes, donc voilà, elles nous évoquent clairement que depuis 2015, les constructeurs savaient qu'il y avait un défaut de conception. Ce qui était notifié dans les notes internes, c'était alors une défaillance de la calibration d'injection. Voilà le terme précis. Les premières notes internes invitent le réseau constructeur à dire aux clients qu'une surconsommation d'huile peut être normale, mais que le problème sera résolu prochainement. Alors, d'après ce que j'ai lu, ils ont quand même une solution technique pour un certain nombre de véhicules, les Mégane, les Scénic, les trucs comme ça, mais pour certains autres véhicules, ils conseillent effectivement de dire que la surconsommation d'huile est normale, c'est bien ça? Alors, c'est-à-dire que les premières notes n'intègrent pas tous les codes moteurs. C'est-à-dire que progressivement, la note Actis Solution 10575 va d'abord intégrer quelques références moteurs. Elle va au fil du temps être étendue à tous les moteurs de cette H5F, donc le code moteur H5F, c'est le fameux moteur 1 litre de TCE, donc toutes les puissances, toutes les marques, puisque Renault, Dacia comme Nissan sont concernés, toutes les déclinaisons vont être concernées. Est-ce que vous avez fait le décompte du nombre de véhicules vendus et du nombre de véhicules à problème? Est-ce que vous êtes arrivé à peu près à un chiffre? C'est impossible, on n'a pas tous les chiffres, il n'y a que Renault qui possède ces chiffres-là. Après, nous, on peut juste avoir des tendances, on a plus de 1500 témoignages. Sur ces 1500 témoignages, on a 400 témoignages qui parlent de casse moteur à pleine vitesse sur autoroute. Donc on a à peu près 25% des gens à qui ce problème arrive, pour qui ça va se produire à pleine vitesse sur autoroute, et ils vont se retrouver en situation de grand péril sur les voies rapides. Donc pour l'instant, on n'a pas encore dénombré d'accidents corporels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas eu, mais pour l'instant, on n'en a pas encore la preuve, quoi. D'accord. Selon la réponse que Renault a faite à Off Investigation, il n'y aurait qu'un dixième des moteurs vendus qui sont touchés. Ça vous paraît faible? Je pense que, alors déjà, un dixième, c'est 10%, donc c'est qu'on est déjà très au-dessus des taux de défaillance habituels. Donc il me semble, sans dire de bêtises, que le taux de défaillance historique sur la marque est plutôt en dessous de 5%, plutôt dans les 3% à hauteur de 200 000 km. Donc s'ils évoquent déjà un dixième, et le problème c'est que leur discours évolue au fil du temps, c'est-à-dire qu'au début de cette histoire, ils n'avaient aucune problématique. Et donc aujourd'hui, on s'envoie à ce que Renault admette à demi-mot qu'un dixième des véhicules serait déjà défaillant. Donc c'est assez inquiétant, je trouve. D'accord. Parlez-moi de la prise en charge. Alors, votre cas personnel, vous m'avez dit aucune prise en charge. Oui. Est-ce que c'est l'un des axes de votre travail? C'est justement de demander aux gens systématiquement est-ce qu'ils ont bien été pris en charge et à quelle hauteur? Oui, bien sûr. C'est une des premières questions, et c'est aussi une des premières problématiques qui nous amène autant de monde. C'est que Renault prétend avoir pris en charge 93% des victimes. Alors c'est très c'est effectivement le chiffre qu'ils nous ont donné aussi. C'est très précis parce qu'ils prétendent que 93% des victimes qui ont remonté des problèmes de surconsommation d'huile, donc c'est très cadré, auraient fait l'objet d'une proposition de prise en charge. En aucune manière, ça veut dire que 93% des personnes n'ont fait l'objet d'une prise en charge totale. Pour la majorité des personnes qui ont fait l'objet d'une prise en charge, il reste parfois des milliers d'euros de reste à charge. C'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'en général, où ils prennent en charge les pièces et la main-d'œuvre est à charge en général du propriétaire, c'est ça, grosso modo? Non, c'est vraiment à la tête du client. On n'a aucune lisibilité sur les prises en charge. En fait, ils appliquent une vétusté, bien évidemment, alors qu'ils oublient complètement. Donc plus le véhicule est vieux et moins vous serez pris en charge. Voilà, donc a priori, disons qu'il y a une note interne qui a été publiée en juillet 2019 qui améliore les prises en charge jusqu'à 10 ans et 100 000 km. Ça, c'est du théorique, c'est-à-dire que quand le consommateur arrive avec son problème,
L'outil informatique de Renault va renvoyer un niveau de prise en charge théorique, mais après ça va faire l'objet d'investigations de leur part. Ils vont éplucher tout ça au niveau de leur service technique, leur service relations clients, pardon. Et après, le moindre défaut, le moindre écart d'entretien va être prétexte pour ne pas assumer ou pour réduire la facture du point de vue de Renault. Donc quand évidemment on parle d'une facture à 10 000 € et qu'il reste 50% de prise en charge, ça fait une facture de 5 000 €. Bien sûr. Pour un véhicule que les gens ont acheté en moyenne 20 000 € et au bout de 5 ans, être obligé de remettre 5 000 € dans un moteur dont le défaut est d'origine constructeur, ça pose un réel problème. Moi, ce qui m'a posé problème, en fait, c'est ce qui nous a été, ce que Renault a omis de nous dire, en fait. C'est-à-dire que très concrètement, dès 2015, ils ont connaissance d'un phénomène qui mène ces moteurs à la casse, à la fusion soupape. C'était ça le problème qui était évoqué en interne. Donc moi, ma question, c'est que ces fusions soupapes, elles entraînent des périls pour les familles qui utilisent ces véhicules, pour les usagers de la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les utilisateurs du véhicule qui vont entrer en péril quand le moteur va casser. Tous les usagers de la route, quand un véhicule passe à 50 km/h sur autoroute, moi j'ai expérimenté ça il y a quelques semaines sur la voie rapide, enfin à hauteur de Chartres, tout le monde se retrouve en danger. Donc à partir de là, pourquoi Renault n'a pas fait de rappel ou surtout mis en garde les consommateurs et les clients? C'est ça ma grosse question, quoi. Il y a une réelle potentielle mise en danger de tous les utilisateurs de ces véhicules. D'accord. Donc vous créez cette association, c'est bien une association, 1901 ? Alors, au début, c'était en 2019 un groupe Facebook qui s'est étoffé et qui aujourd'hui compte presque 8000 personnes. D'accord. L'association Victimes du Motorgate a été créée en 2022 lors de l'ouverture en fait, de l'action collective. D'accord. Elle rassemble combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 520 adhérents. Évidemment, depuis que le problème s'est ébruité, on voit quand même une certaine tendance à sortir les prises en charge d'un protocole, donc un contrat que la société, alors soit Renault, soit le garagiste qui offre la prise en charge, et le client va signer pour après ne pas divulguer qu'il y a eu un accord entre eux, quoi. D'accord. Okay. Le protocole transactionnel, voilà. D'accord, très bien. Alors, il y a eu la création donc, de Motorgate, de ce mouvement Facebook, et après on en arrive sur le terrain juridique. Comment ça se déroule? Alors, la première étape en fait juridique, la première étape de tout ça finalement, ça a été en mai 2019 quand l'UFC Que Choisir a lancé l'alerte au niveau national, voire international, puisqu'il ne faut pas oublier que ces moteurs ont été vendus dans toute l'Europe. Donc il y a eu des projets d'action en Angleterre pour tous les Nissan, et en Israël, il y a une action qui a été engagée aussi. Donc en 2019, l'UFC Que Choisir lance l'alerte. Et donc c'est le début un petit peu du terrain judiciaire, puisque finalement c'est à partir de ce moment-là que sont révélées publiquement les fameuses notes qui évoquaient les problèmes de conception. Donc à partir de ce point de départ, nous avons essayé, tant bien que mal, d'obtenir des associations agréées en France, de pouvoir porter cette action collective au nom des victimes. Ça a été un échec total, l'UFC Que Choisir n'a pas suivi après cette alerte malheureusement, et aucune des 15 associations agréées n'a répondu favorablement à notre demande. C'est-à-dire que vous avez fait la tournée de toutes les associations agréées, il n'y en a pas une seule qui a répondu favorablement? Toutes les associations agréées ont été contactées soit par mail, soit directement. Seul l'UFC Que Choisir a noué contact avec nous et a répondu. La CLCV aussi on a eu un contact, il fut un temps, mais ça n'a rien donné. Et de toute manière, c'est à peu près les deux seules associations qui étaient à même de porter ce genre de dossier. Ouais. Et comment se fait-il que l'UFC Que Choisir ou la CLCV n'y soit pas allée? Honnêtement, je ne peux pas leur jeter la pierre parce que malheureusement, c'est surtout la loi Hamon qui est très mal foutue et de toute façon, on voit très bien les résultats. Elle a été appliquée depuis, alors je ne sais même plus, depuis 2014, je crois. 2014, elle a été, je crois qu'il y a eu 32 dépôts de plaintes collectives et 6 actions qui ont plus ou moins abouti. Donc, de toute façon, les actions collectives en France, d'un point de vue juridique, sont quasiment impossibles à mener. Donc le point de vue juridique de l'UFC Que Choisir s'entendait, puisque c'était vraiment un dossier très complexe à monter face à un adversaire qui s'avérait, qui s'annonçait vraiment en face, oui, tout à fait. Voilà, ouais, avec Renault en face et tout son bataillon juridique, il faut bien avouer que c'était impossible à mener. Donc c'est ça qui nous a mené à commencer à essayer de trouver un cabinet d'avocats
habitués des actions collectives et ils ne sont pas légion en France. Donc c'est là que des contacts ont fini par être noués en 2021 de mémoire avec Christophe Legvac et la plateforme d'action collective MyLéo. D'accord. Et à ce moment-là, eux, ils commencent à éplucher tout le dossier et ils jugent finalement qu'il y a matière à entamer une procédure juridique. Oui, tout à fait. Christophe Legvac a donc mené son analyse pour voir si le dossier était faisable, réalisable, et c'est ça qui l'a mené à lancer cette action collective en janvier 2022 contre Renault, Nissan et Dacia. D'accord. Et vous avez déjà eu un premier jugement favorable, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc en mars 2023, le référé probatoire que nous avions engagé contre Nissan, Renault et Dacia a été validé donc, par la justice concernant Renault et Dacia. Donc Nissan s'est retranché derrière ce droit, enfin cette pirouette-là. Il fallait qu'on se retourne vers Nissan dans le Royaume-Uni. Le référé probatoire a été un succès puisqu'en mars 2023, Renault a été condamné à nous fournir d'autres éléments qu'ils n'avaient pas jugé utile de nous envoyer jusque-là, alors qu'il leur avait été réclamé. Renault a fait appel de cette décision. Il y aura un appel en octobre, en novembre, c'est bien ça? Alors, à la cour d'appel de Versailles, le 29 novembre, l'appel sera examiné, oui. Ok. À quel moment vous décidez finalement de vous lancer dans ce qui nous amène aujourd'hui, dans notre rencontre, dans cette espèce de tour de France des victimes de ce que vous appelez votre Motorgate? Alors en fait, le Tour de France, il est né au début de l'action collective. Je trouvais pertinent de faire sortir un peu du groupe toutes les expériences des victimes. C'est-à-dire que sur le groupe qui compte aujourd'hui 8000 membres, nous avons récupéré des centaines et des centaines de témoignages, tous plus consternants les uns que les autres, et qui témoignaient vraiment d'une forme de mépris du constructeur vis-à-vis des consommateurs. Des expériences de vie également qui étaient absolument épouvantables pour la plupart des gens, puisque ce dont on ne se rend pas forcément bien compte, c'est que quand on se retrouve privé de son véhicule, c'est une dégringolade. Il y a tout un enchaînement de faits qui provoquent des gros problèmes dans la vie sociale de toutes les personnes impactées. Donc je trouvais éminemment important d'aller voir tous ces gens-là, d'autant plus qu'on parle de véhicules qui équipent la plupart des classes les plus populaires en France. C'est ça, c'est qu'on n'est pas sur des Mercedes à 55 000 euros pièce, on est sur des véhicules populaires de 10 000, 15 000, 20 000 euros. La plupart des véhicules ont été vendus entre 15 000 et 30 000 euros, c'est vraiment les gammes les plus populaires qui sont vendues sur le marché. Donc évidemment, quand ces gens-là, les gens touchés, les victimes, se retrouvent privés du jour au lendemain de leur véhicule, qui se voient opposer un mépris de la part du constructeur ou éplucher le moindre défaut d'entretien pour justifier d'une non prise en charge, c'est un événement majeur au sein de la vie de ces gens-là. Donc j'estimais qu'il était nécessaire d'aller recueillir ces témoignages et qu'ils soient filmés pour que le grand public puisse comprendre un petit peu qu'il ne s'agissait pas d'une simple surconsommation d'huile, qu'il ne suffisait pas juste de refaire les niveaux, que ce n'était pas juste lié à une certaine nonchalance des utilisateurs, mais que bien au contraire, en fait, il y avait vraiment eu un problème au niveau constructeur et qu'il n'y avait eu aucune bienveillance à l'égard des propres clients de la marque. Vous avez tourné combien de vidéos à ce jour ? Alors à ce jour, il y a une douzaine de vidéos qui ont été filmées. Il y a des gens qui sont vraiment dans des situations de détresse à cause de ça ? Oui, alors il y a des gens chez qui ces problèmes moteurs en fait, ont déclenché des maladies, tout simplement, liées au stress, liées à l'anxiété générée par l'impact financier de l'affaire. Il y a des personnes qui n'osent plus prendre l'autoroute. Tout simplement. Parce qu'elles ont peur de casser. Peur de revivre cet épisode-là, donc qui évite maintenant de prendre les autoroutes. Après, au sein des foyers, il y a des enfants en bas âge qui se remémorent encore l'incident plusieurs années après. Donc c'est pas anodin, quoi. C'est vraiment des événements qui ont marqué toutes ces familles et qui nécessitaient véritablement qu'on puisse leur permettre de vider un peu leur sac et puis de crever un peu l'abcès, quoi. Et puis de dire un petit peu tout ce qu'ils pensaient de cet épisode malheureux. Est-ce que vous pensez, oui, justement, qu'on aurait pu éviter ce terrain juridique si Renault avait fait preuve de bienveillance ? Oui, tout à fait, parce qu'on peut tout à fait entendre qu'il y a des défauts sur certaines motorisations, mais après, il convient d'assumer
Chose que Renault, à mon sens, Renault et Nissan n'ont absolument pas fait. Ils ont essayé d'enterrer, de mettre la poussière sous le tapis, sauf qu'à force de grandir, le tapis est devenu une sorte de montagne. Donc, mais ce qui est navrant également, c'est qu'au début du lancement de l'action collective, il y a eu des mains tendues. On a tendu des perches et on a ouvert la voie à un compromis. On leur a demandé de s'asseoir à la table des négociations pour en discuter. Et Renault a refusé de s'asseoir à la table avec vous? De n'a pas donné suite. À aucun moment, de toute manière, que ce soit en amont de l'action collective ou maintenant qu'on est dedans, ils ne se sont mis en contact avec nous. À aucun moment. Et les seuls contacts qui existent sont entre Maître Legvac et des équipes d'avocats de Renault. Mais il n'y a aucune volonté de trouver un terrain d'entente ou à l'amiable, quoi. Est-ce que votre prochain véhicule, ça sera une Renault finalement alors? Alors, ce qui est paradoxal, et moi je ne verse pas du tout dans le Renault bashing, c'est que je continue de rouler en Renault puisque j'ai hérité de mon père une petite Renault Twingo. Donc moi je ne crache pas sur la marque dans son ensemble, je dis juste que voilà, il y a eu un moteur qui a été raté et c'est très dommage que Renault n'ait pas assumé toute cette problématique. Merci Olivier Blanchet. Merci à vous.